toutes ces objections qui font peur à certains de se lancer. Mais toi, je sais que ça ne te fait pas peur. Et en date, c'est quoi le dernier crédit que tu as fait? J'en ai fait un petit à 75 et un à 600, ouais, les derniers. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, on ne fera pas tous 600 000, hein, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est comment aborder le sujet du crédit, comment le présenter, comment le vendre, entre guillemets. Quel est l'intérêt pour le client, justement, d'agir sur une surface financière plus importante pour créer plus de capital que simplement sur ses propres deniers? Parce que je m'aperçois qu'en fait, on fait énormément de cash, d'accord? Donc, un client qui est prêt à mettre du cash, c'est un client qui fait confiance au produit. Donc, en fait, le pas pour passer sur la partie crédit ne devrait pas être aussi rédhibitoire. Donc voilà, donc, je vais écouter Alexiane, je me tais et je t'écoute religieusement. Et on te posera des questions peut-être plus à la fin, on te laisse peut-être présenter le sujet et les gens poseront des questions dans le chat à côté. Donc en tout cas, merci à tous d'être présents, parce que je vois qu'il y a déjà 45 personnes. Donc voilà, donc tant pis pour ceux qui ne sont pas là, mais tout ça sera enregistré et Geoffrey te remettra ça un petit peu en norme. Donc, Ok. merci beaucoup, Alexiane. Je te laisse présenter. Et ben c'est parti. Alors du coup, là, ce que je vous ai affiché, moi, c'est mon support de R1. Donc, avant de passer au support et d'expliquer vraiment la SCPI et l'effet levier, j'aime bien faire un récap d'audit. Et ce qui est important, je pense, en récap d'audit, quand on fait de l'emprunt, c'est bien d'accentuer sur le taux d'endettement. Donc, normalement, vous l'avez calculé à l'audit. Donc là, si vous partez sur de l'emprunt, il faut vraiment être vigilant sur les charges, de bien prendre toutes les infos à l'audit. Parce qu'au moment du R1, quand vous venez avec la présentation et la simulation, c'est bien d'avoir les chiffres clairs et à jour. Donc, les petits points qu'on peut oublier sur l'audit, c'est de bien prendre en compte tous les crédits conso, RP, investissement évidemment, tout ce qui est pension alimentaire aussi, parce que ça sera pris en compte par la banque. Donc, bien avoir ces infos-là à jour, comme ça, vous avez un taux d'endettement qui colle le mieux à la réalité. Donc, je fais un récap d'audit, j'appuie sur le taux d'endettement. Donc, je dis voilà, monsieur le client, on s'est vu la dernière fois, votre situation, vous gagnez tant, votre situation familiale, c'est ça. Vous avez ça comme patrimoine financier immobilier. Et donc, votre taux d'endettement, actuellement, c'est ça. Si le client ne sait pas ce que c'est que le taux d'endettement, je lui explique. Je lui explique la manière de le calculer. Et donc, si vous êtes venu avec un R1 crédit, c'est qu'il a un taux d'endettement qu'on peut travailler. Donc, l'idée, c'est de lui dire, bah voilà, là, vous avez 20% de taux d'endettement. C'est un taux d'endettement qui est très bas. C'est une richesse que vous avez aujourd'hui. On va travailler là-dessus. Ce point-là, et ça peut être un autre point, ça va être l'âge du client. Parce que si c'est des revenus complémentaires pour la retraite, ce qui est souvent un point pour la SCPI à crédit, c'est de se dire, bah voilà, vous avez, je sais pas, 45 ans, 40, 45 ans, c'est un super moment pour vous d'investir. Là, on peut faire un emprunt sur 20 à 25 ans, ça collera pile avec votre moment de départ en retraite. C'est le dernier moment pour vous d'investir de façon indolore. Vraiment, tous les feux sont ouverts, il faut y aller. Donc ça, c'est mon récap d'audit. Ensuite, du coup, je passe à la présentation. Donc ça, c'est mon support. Alors, toc. Le premier point que je fais, voilà, c'est l'effet levier de l'emprunt. Donc, alors, ça dépend évidemment des clients. Il y a des clients sur l'effet levier de l'emprunt, il n'y a pas besoin d'expliquer. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne connaissent rien. Donc, on reprend vraiment les bases. Donc, mon exemple, c'est se dire, bah voilà, on a 100 €. On va faire du placement financier. Donc, on va placer ça sur les marchés. 100 €, ça prendra 5%, vous ressortirez avec 105. OK. Si on fait la même chose sur l'immobilier, on a 100 €, le bien prendra 5%, donc vous pourrez le revendre à 105. OK. La différence, c'est que quand on va sur les marchés financiers, on n'a pas le droit d'emprunter pour aller sur les marchés. Par contre, sur l'immobilier, la banque va vous prêter pour investir. Donc, vous sortez rien de vos liquidités, on ne touche pas à votre cash. C'est la banque qui va vous prêter 100 €. Vous allez acheter un bien qui prendra 5%, que vous revendrez à 105. Sauf que là, le point important, c'est que vous êtes sur de l'investissement immobilier locatif. Donc, vous avez le locataire qui va vous rembourser la plus grosse partie de l'emprunt. Bon, là, vous avez les chiffres devant les yeux sur ma présentation, mais j'aime bien leur poser une question, leur dire, bah voilà, vous, sur 100 € empruntés ou 100 000 €, peu importe, empruntés, vous pensez que le locataire, il aura remboursé combien avec ses loyers pendant tout l'investissement. Bon, là, il vous donne un chiffre. L'idée, c'est de leur dire, bah là, sur les 100 € empruntés, le locataire, en fait, il aura remboursé les 2/3, donc à peu près 70 €. Donc, vous, ce que ça va vous coûter, finalement, c'est 30 €. Donc, en ayant investi 30 €,
vous pourrez ressortir avec un bien qui... Donc, premier point, c'est l'effet levier de l'emprunt. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'entends. Ok, ça rentre. Ensuite, le point sur la fiscalité. Alors, donc là, pareil, je leur demande, est-ce que vous savez comment est fiscalisé les revenus fonciers en France? Comment sont fiscalisés les revenus fonciers? Donc, là, c'est de se dire, leur expliquer, en fait, donc la TMI, normalement, vous avez calculé aussi la TMI avant le rendez-vous. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il paye en impôts et ce qu'il va payer en impôts avec de la SCPI. Donc là, dans mon exemple, j'ai pris une TMI à 30, puisque c'est quand même ce qu'on a généralement. Donc, monsieur le client, vous êtes dans une TMI à 30, ce qui veut dire qu'avec vos revenus professionnels, on est arrivé dans le tiroir des 30%, donc c'est un commode qu'on remplit par le bas. Je ne vais pas vous faire tout le R1 SCPI, on pourra en rediscuter. Là, je vous fais vraiment juste la spécificité sur l'emprunt, parce que sinon, ça va être très long. Non, Alexandre, franchement, ouais. tu peux présenter. Non, vas-y. Je préfère que tu présentes tout dans son ensemble, comme c'est enregistré en plus, on pourra en profiter. Ok. Alors, du coup, la TMI, donc c'est les tranches marginales d'imposition. C'est un peu comme une commode qu'on va commencer à remplir par le bas, avec les revenus professionnels. Donc, vous, avec vos revenus professionnels actuels, vous avez rempli le tiroir à 0, à 11% et à 30%. Donc, actuellement, vous êtes ici. Les revenus fonciers, ils vont se cumuler par le haut. Donc, on va les intégrer sur la tranche à 30. En France, au-delà de la TMI, on paye ce qu'on appelle les prélèvements sociaux. Et actuellement, le taux, il est à 17,2. Donc, sur des revenus fonciers, on va appliquer 47,2 de fiscalité. Ce qui est énorme, puisque ça veut dire que vous avez quasiment la moitié des loyers perçus qui repart à l'État. Évidemment, il y a des choses à mettre en place pour pas que ce soit 47,2 qui repartent, sinon personne ne le ferait. Et donc, c'est ce que je vous ai mis ici à gauche, enfin un compte de résultat. Donc, quand on va déclarer l'impôt, donc ça, moi, j'accompagne le client sur la déclaration d'impôt, évidemment. Vous déclarez les loyers perçus sur l'année, et en face, on va pouvoir déduire plusieurs choses. Donc, pareil, là, j'aime bien leur poser la question, est-ce que vous savez un petit peu ce qu'on peut déduire? Généralement, pour les travaux, ils le savent. Voilà, après, il faut préciser. Donc, on peut déduire la taxe foncière, les charges de copro quand c'est un bien qui est en copro, les travaux, et, point important, les intérêts d'emprunt et l'assurance. Là, ce serait à rajouter. Intérêts d'emprunt et assurance. Ici, on va faire le calcul. Soit on est en déficit foncier, donc auquel cas on ne paye pas d'impôt, soit on est en bénéfice foncier, et en fait, c'est à ce bénéfice qu'on va appliquer les 47,2. Là, attention, je vous fais la présentation pour de la fiscalité française sur de la fiscalité SCPI européenne, du coup, c'est différent. Donc voilà, donc à ce bénéfice, on applique les 47,2. Ici, vous voyez, il y a les intérêts d'emprunt qui sont déductibles à 100%. Donc, si on refait le point depuis le début de ce qu'on s'est dit, c'est se dire, on ne touche pas à vos liquidités, c'est la banque qui va vous prêter de l'argent pour investir. C'est le locataire qui va rembourser la plus grosse partie de l'emprunt. Et de toute façon, même les intérêts d'emprunt que vous avez payés à la banque, on va les déduire de l'impôt. Donc, même si vous payez des intérêts à la banque, en face, ça vous permet de payer moins d'impôts. Voilà, sur ce point-là. Ensuite, là, on rentre vraiment sur la présentation SCPI. Hop. Donc ici, j'explique le rapport locatif. Joachim, tu veux vraiment que je fasse toutes les slides? Rapport locatif et... Ouais, tu le fais un peu en accéléré parce que les gens maîtrisent, mais tu peux expliquer. Ok. Alors, le rapport locatif, c'est ce qui nous permet de comparer deux investissements, savoir un petit peu le rendement d'un investissement. Donc, le rapport locatif, vous prenez les loyers annuels bruts perçus sur le montant d'acquisition du bien. Donc, montant d'acquisition, ça va être l'achat et les frais de notaire. Et donc là, on va trouver un pourcentage. Et donc, nous, on l'a appliqué, ce pourcentage, au prix français et au mètre carré des biens. Et donc, vous pouvez vous rendre compte que la courbe, ici, elle diminue. Là, on a les mètres carrés des logements. Et ici, la rentabilité. Et donc, vous voyez, plus on va acheter un logement grand, moins le rapport locatif sera intéressant. Donc, idéalement, pour l'investissement, il faut se situer ici, entre les 11 mètres carrés et 30 mètres carrés. Donc, finalement, ce qui est le plus rentable, c'est de la petite surface. Et puis, pareil, là, vous leur posez la question, est-ce que vous avez déjà été locataire d'un studio ou d'un T2? La plupart vont vous dire oui, et qu'ils ont payé un loyer qui était très cher pour la surface. Donc, c'est ça. On se confirme que l'investissement, quand on est propriétaire d'un bien immobilier locatif, pour le propriétaire, le plus intéressant, c'est de se situer sur une petite surface, puisque les loyers ne correspondent pas à la superficie. On va pouvoir percevoir plus de loyers par rapport à la surface. Voilà. Ici, alors cette courbe-là, moi, je ne la montre plus beaucoup parce qu'en fait, elle n'est pas étirée jusqu'à actuellement.
On s'arrête en 2018, donc c'est pas forcément. Enfin, l'idée principale colle, mais c'est vrai qu'il faudrait avoir les chiffres sur 2024. Là, cette courbe-là, c'est de se dire, en bleu, c'est l'évolution des loyers, du prix des loyers. Donc, vous voyez, ça ne bouge pas énormément. On est plutôt stable. Par contre, ouais. Dans l'idée de cette slide-là, c'est juste d'indiquer qu'entre guillemets, le prix du foncier a fortement augmenté, ce qui impacte les loyers qui ne sont pas augmentés de la même proportion. Et donc, le rapport locatif sur les zones Paris, forcément, ça devient peu rentable. Exactement. Voilà. Hop, c'est exactement ça. Ici, avantages et contraintes de l'immobilier traditionnel. Donc, si on va sur de la petite surface, on a un turnover qui est plus élevé, puisqu'on s'adresse, c'est du studio ou du T2, donc ça va être du cadre ou de l'étudiant, enfin du jeune cadre ou de l'étudiant. Donc, on va avoir un turnover qui peut être tous les 2-3 ans, donc c'est un peu embêtant à gérer. Ici, j'ai repris toutes les charges qu'on va trouver. Donc, au moment de l'achat, on va avoir les frais d'agence, les frais de notaire, les frais de travaux, donc ça varie entre 5% à 20% du montant du bien. Frais de gestion locative, si on est en agence, et les petits travaux qu'on peut avoir tous les ans dans un bien. Et donc, c'est aussi ces charges-là qui vont faire baisser le fameux rapport locatif qu'on a vu tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on se situe entre 4 à 6%. Quand, à la fin de l'année, on tire un trait et qu'on retire toutes les charges qu'on a eues, finalement, on tombe sur un rapport locatif qui est plutôt entre 2 et 3%, ce qui tombe à un livret A. Et encore, peut-être pas encore pour longtemps, mais actuellement, à un livret A. Les autres contraintes, donc l'application que ça peut vous demander, parce que même si vous pouvez passer par une agence, mais bon, ça va coûter, ça va avoir des frais. Si vous gérez vous-même, du tout, vous pouvez être appelé tous les mois pour avoir à gérer un problème avec le locataire ou la chaudière ou peu importe. Et de toute façon, même si vous passez en agence, c'est quand même à vous de prendre la décision finale, de gérer parce que vous êtes propriétaire, donc ça va quand même vous demander de la gestion. La taxe foncière, je l'ai mis en contrainte. Alors, si on se souvient bien, elle est déductible au niveau de l'impôt, mais il y a quand même un moment dans l'année où il faut la sortir. Là, sur la SCPI, sur de l'investissement en règle générale, il faut quand même aller sur des investissements qui évitent les chocs de trésorerie. Donc, si vous devez sortir 1 500 ou 2 000 euros à un moment où ce n'était pas prévu, ça peut être embêtant. Vacances locatives, donc ça dépend, on fait de l'investissement immobilier locatif, mais s'il y a des zones où on peut avoir un bon rapport locatif, donc on n'achète pas cher, mais on a des loyers qui sont élevés, il peut y avoir aussi peu de demandes, et du coup, si on a 2 ou 3 mois de loyer impayés, à la fin de l'année, ça a un impact sur votre investissement. Et la contrainte la plus embêtante, c'est les loyers impayés, puisque vous savez, monsieur le client, sur une procédure d'expulsion, actuellement, on est sur 2 ans, d'attente pour avoir une décision. Donc, c'est vraiment le point le plus difficile. En France, on protège beaucoup les locataires, peu les propriétaires, alors que là, dans un investissement, on va chercher la protection du propriétaire et pas du locataire. Donc, avec toutes ces contraintes, on a voulu les gommer, se dire qu'on va essayer de gommer au maximum les contraintes pour avoir un investissement qui soit plus rentable. Et donc, on ne va pas aller sur un bail civil, mais on va aller sur un bail. Est-ce que vous avez une idée, monsieur le client? Un bail commercial. Voilà. Donc, le bail commercial, là, on reprend les points, donc plus protectrice du propriétaire, la durée libre, ferme, etc. etc. Sauf que sur les baux commerciaux, il faut bien choisir son locataire, parce que si on va sur une petite structure, on a aussi des chances d'avoir une faillite, donc des loyers impayés. L'idée, c'est d'aller vers des grosses structures qui payent le loyer, quoi qu'il arrive, même en période de crise sanitaire. Et donc, il faut aller vers des grosses structures, mais on ne peut pas tous se payer un étage à la Défense. Donc, on va y aller à plusieurs. Et donc, la SCPI. Bon, là, pour le coup, le schéma, je ne vous l'explique pas. Je pense non, que... ouais, pas voilà. Alors, avantages et contraintes. Donc, ça, je pense que tout le monde les revoit. Le seul point sur du crédit, ça va être sur les loyers trimestriels. Donc, il y a des SCPI qui sont mensuels, donc il n'y a pas de sujet avec l'emprunt, ça colle. Pour les SCPI qui sont au trimestre, ce que je dis, c'est qu'on peut demander à la banque un différé. Donc, ça se fait, la plupart des banques le font. Vous allez commencer, en fait, l'emprunt démarre, vous remboursez par contre l'assurance, mais vous ne remboursez pas l'emprunt, ni les intérêts, ni le capital, il n'y a rien qui démarre. Selon les banques, ça peut être entre 3 mois à 6 mois de différé. Alexiane, ouais. Est-ce que justement dans ton tableau là, de contraintes, ouais. est-ce que tu déjà prépares le client à l'idée que le taux sera différent? Parce que les gens ont souvent en comparatif le taux de l'immobilier direct, classique. Est-ce que là,
Non, en fait, le taux, je le dis. Là, j'en parle. Je vais te dire un petit peu ce que je dis sur les banques, mais le taux, vraiment, j'en parle à la simulation. Ok, donc pour l'instant, tu l'évoques pas. Tu dis pas que c'est plus compliqué, tu dis rien de tout ça. Alors, voilà, je vais dire que c'est. Alors, donc, je parle de la banque, etc., du différé de trésorerie. Après, ce que je dis aussi, c'est qu'au niveau des banques, il va y avoir plusieurs réponses. Il y a les banques en ligne où, en fait, la SCPI, ça ne rentre pas dans leurs critères, donc on n'a pas d'emprunt avec eux. On a des banques type la Société Générale ou BNP qui vont vous dire OK, on vous finance, mais par contre, vous allez prendre les SCPI de la banque. Et donc là, on ne va pas sur de la SCPI bancaire parce que la rentabilité n'est pas intéressante, le taux d'occupation n'est pas bon, voilà. Donc, on va sur de la SCPI indépendante. Et donc, ce qui peut être pas mal, surtout que maintenant, on est avec Artemis, c'est de dire, nous, on travaille avec des courtiers qui financent de la SCPI. Donc, on peut envoyer un dossier pour voir un petit peu ce qu'il en est, même si, avant le rendez-vous, normalement, on a fait le travail de savoir si c'est finançable. Ok. Donc, tout simplement que c'est compliqué au niveau des banques et que nous, on a des partenaires, donc on peut envoyer un dossier. Oui. Karine? Ouais, j'ai une question. Donc, du coup, si j'ai bien compris, quand tu dis que tu demandes un différé d'amortissement, un différé de crédit à la banque d'un trimestre ou d'un semestre, c'est pour que le client puisse se constituer une trésorerie pour pouvoir, donc cette trésorerie, la met de côté et comme ça, il va pouvoir faire face pendant tout le temps où il n'aura pas de loyer, de pouvoir… c'est ça, en fait. Oui, parce qu'en fait, justement, à ce moment-là, je parle des loyers trimestriels et aussi, à ce moment-là, j'inclus le délai de jouissance. D'accord, ok. Donc, il y a et les loyers trimestriels et le délai de jouissance qui varient de 1 mois à 5 mois pleins. Oh, ouais, ok. Et donc, soit on provisionne, parce qu'il y a des clients qui rebondissent tout de suite en disant bah non, je vais provisionner, c'est OK pour moi, j'ai du cash. Très bien. Mais si on ne veut pas toucher à la trésorerie, on demande le différé. Et du coup, entre le délai de jouissance et les loyers trimestriels, normalement, tu as quand même perçu au moins un trimestre pour qu'après ça tourne. Ok, j'ai compris. Ok, merci. Voilà. Ouais, non, le taux, j'en parle après. Donc là, je continue. Et bon, après, là, c'est assez rapide puisque c'est les différents marchés où on peut trouver de la SCPI. Donc, on ne va pas sur le tourisme. Le bureau, bon, maintenant, c'est tout un sujet. Commerce et centre de vie, ça, c'est adapté par rapport à la SCPI que vous allez présenter. Et là, on a quelques exemples de SCPI. Ici, le dernier point, c'est la valeur qu'on a au cabinet. Donc, évidemment, on accompagne sur le choix des SCPI, sur le dossier bancaire. Moi, j'aime bien faire le dossier bancaire avec mes clients, comme ça, je suis sûre de suivre bien le process et de savoir où ça en est. Et après, le suivi dans le temps. Ensuite, on passe du coup à la simulation. Et donc là, je vais essayer de partager. Alors, tac. Je pense qu'on est sur la bonne. Non. OK. Et donc là, c'est la simulation. Et donc là, les points importants. Ah oui, juste, j'ai oublié au niveau du récap d'audit aussi, c'est de leur avoir pris pendant le R0 leur effort d'épargne. Leur avoir demandé combien ils peuvent mettre de côté de façon indolore tous les mois. En insistant bien sur le côté indolore, comme ça, on est sûr que quand on présente l'investissement à crédit, on rentre dans quelque chose qui est indolore, qui ne leur changera pas leur quotidien. Donc, vous n'aurez pas d'objection avec le montant que ça peut leur coûter. Et donc là, la simulation, donc j'ai fait une simulation pour 100 000 € avec de la SCPI européenne, ce qui veut dire qu'au moment de l'impôt, il faudra bien leur avoir expliqué le calcul qui est différent. Et ici. Donc là, sur la simulation, on a fait un emprunt à 100 000 €. Donc encore une fois, c'est la banque qui vous prête 100 000 €. Vous, ce que ça va vous coûter, monsieur le client, donc là, je vais faire une image, c'est votre compte en banque. Vous avez les loyers qui vont entrer tous les mois ou tous les trimestres. On va provisionner l'impôt. Donc ça, nous, on l'aura calculé ici. Et il va y avoir le remboursement de l'emprunt qui ressort. Donc, entre ces 3 données, il va y avoir ce qu'on appelle un effort de trésorerie. C'est ce que vous, ça va vous coûter. Et ici, on va être sur un effort mensuel, en moyenne, qui va être à peu près à 113 €. Donc, moi, ma simulation, je l'ai fait sur 25 ans. Oui. Alors, j'ai juste une question. Quand tu fais ta simulation, tu fais une simulation au terme du crédit
où tu fais une situation intermédiaire. Par exemple, tu prends un crédit sur 20 ans, 25 ans en général, et tu dis, tiens, je fais la simulation au terme du crédit, ou de façon intermédiaire, tu dis, voilà, si vous revendez à 12 ans, si vous gardez à 25 ans, est-ce que tu fais une situation intermédiaire ou pas? Et quelles sont les hypothèses que tu retiens sur le loyer et sur la base du foncier, donc le prix d'appart? Tu Ouais. retiens quoi comme hypothèse? Alors là, moi, je fais au bout de l'emprunt. J'aime bien expliquer les chiffres parce que je trouve que c'est plus parlant entre ce que ça t'a coûté et ce que tu as au bout de 25 ans. Donc, je le fais au bout. Après, s'il y a des projets entre-temps, on peut reprendre les points, mais au niveau des chiffres, je trouve que c'est quand même moins impactant. Donc, finir le rendez-vous en disant, voilà, en 25 ans, ça vous a coûté, bah là, si on le fait, on va arrondir à 113 € par mois. Donc, 113 fois 300 mois, ça vous a coûté à peu près 34 000 € et vous avez créé un capital qui est un peu plus de 113 000 €. Donc, je trouve que c'est plus impactant au niveau des chiffres. Après, on peut le ressortir du coup année par année. Non, c'était juste toi, quelle est ta stratégie là-dessus? Et donc, toi, tu dis, voilà, donc clairement, tu te bases sur l'effort d'épargne. Tu dis très clairement, voilà, ça coûte 113, on va dire 115, parce qu'on va arrondir, il peut y avoir des petites variations, parce que c'est pas toujours figé. 115 fois les 300 mois que vous allez y mettre. Donc, vous avez mis de votre poche, donc grosso modo, 35-36 000 € de votre poche. Voilà. Vous avez triplé votre capital. Donc, vous êtes à 110, plus des revenus complémentaires de l'ordre de 500 ou 400 € par mois. Donc, dans l'idée, c'est ça. Donc, vous avez contribué à hauteur de 100 €. Vous avez commencé déjà à créer 4 000 € de complément de revenus, plus un capital foncier de à peu près un peu plus de 100 000 €. Exactement. Après paiement des frais si jamais vous vouliez revendre à ce moment-là. Voilà. Okay. Et du coup, là, c'est justement leur expliquer. Donc, soit au bout de 25 ans, vous voulez du capital. Donc là, vous récupérez le capital et l'impôt a été calculé, il n'y a pas de problème. Soit vous voulez des revenus complémentaires. Donc, c'est quand même souvent ce cas-là. Et ben, on est sur la même chose. Les loyers continuent de tomber. L'impôt aussi, si c'est des personnes qui sont à la retraite, on peut leur dire l'impôt va peut-être diminuer parce qu'à la retraite, vous aurez moins de revenus vous aurez moins de revenus. Donc, peut-être que l'impôt sera un petit peu plus bas. Il n'y aura plus d'emprunt, donc vous aurez des loyers, du coup, des revenus complémentaires nets, mensuels ou trimestriels. C'est ça, ce qu'on a vu, du coup, sur ce qui est. J'ai vu qu'il y avait Anthony qui avait peut-être une question. Donc, Anthony? Oui, sur les simulations, à combien tu revalorises la locative et là, j'ai mis 1% sur chaque. 1% sur les loyers, 1% sur le foncier. Ok, merci. Après, c'est adapté. Si tu ne te sens pas à l'aise, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des simulations à 0,5, 0,5. Après, moi, 5 ans, c'est pas déconnant, je trouve, de mettre 1%. Je sais pas, tu mets quoi, toi? Moi, sur le locatif, je mets plutôt 0,5. Puis après, sur le prix de part, peut-être 1 ou même 1,5 en vrai. Et on a des fois même un meilleur TRI. Ouais. Tu mets 1,5 en foncier? Oui. D'ailleurs, Anthony, ouais, c'est. Pour moi, c'est vachement plus probable qu'il y ait 1,5 en reval foncière qu'en reval locatif d'une année sur l'autre. Alors, Anthony, on est dans un contexte qui est quand même assez particulier en plus, là, depuis 2 ans. Moi, je serais d'avis, parce que je trouve que déjà la simulation tourne déjà très, très bien comme ça. Moi, honnêtement, à titre perso, je ne mettrais jamais au-delà de 1. Je préfère me garder des surprises et être annonciateur de bonnes surprises dans les années futures aux clients en disant, voyez, je vous avais dit, ce serait 1 et en fin de compte, c'est 1,25 en moyenne ou 1,5, plutôt que l'inverse où le client s'attend à avoir 1,5 par an. Et si dans les faits, tu vois, si on continue dans un contexte un peu particulier et compliqué sur l'immobilier, tu te mets pas dans les meilleures dispositions. Donc, moi, je me garde toujours ça sous le coude. Je préfère supplier le fait qu'on puisse avoir de la valeur dans le temps. Je préfère, toi, à la limite, elle a mis un taux de 5%. Toi, je préfère même, à la limite, me mettre aussi un petit caillou dans la chaussure en me disant, je vais peut-être obtenir du 5-10, même si je sais que contractuellement, je pourrais peut-être avoir du 4,95. Comme ça, j'annonce des bonnes nouvelles, plutôt que l'inverse. C'est pour ça, Alexiane, elle est experte là-dessus aussi, mais moi, sur les simulations, je préfère aller au taquet du taux, même si je sais que je peux avoir mieux, parce que je préfère toujours, parce que les gens, vous verrez, sont très sensibles à l'annonce du taux. Parce qu'ils pensent avoir tous des repères. Donc, il vaut mieux annoncer un taux chouïa plus élevé, de annoncer un côté un peu peut-être plus prudent sur les revalorisations foncières, plutôt que d'aller au taquet partout. Ce serait mon conseil. Après, Alexiane, je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Je ne vais pas au-delà des 1. Puis moi, j'ai eu l'expérience d'avoir vendu du primonial, donc voilà, je n'irai pas au-delà de 1%. Oula. Voilà.
Non, ouais, moi, ça me semble plutôt cohérent de mettre 1, et voire moins si tu as des clients qui sont vraiment regardants, qui connaissent un peu le marché, ou alors qui ont lu de l'actualité sur des SCPI. Tu peux leur dire, ben voilà, j'ai mis 0,5, je suis très conservatrice. Je pense qu'on sera plutôt autour des 1, mais si vous voulez, on fait une simulation à 0,5, 0,5 et ça tourne quand même. Voilà. Oui. Moi, j'ai encore une question. Sur le taux d'endettement, tout à l'heure, tu as parlé du taux d'endettement. On sait que les normes HSSF, c'est 3,35, mais sur les SCPI, on est d'accord qu'on peut aller jusqu'à 40 ou pas? Ça dépend des banques, mais il y a des banques qui vont où tu vas pouvoir endetter à 40%. D'accord. Mais sur le R1, est-ce que tu me préconises de rester aux alentours des 35 pour être plus confort? Oui, bah après, ça dépend des objectifs, parce qu'en fait, si c'est quelqu'un, en fait, ça va dépendre du client. Si c'est un client qui a 30 ans, qui a un projet de RP, mais lointain, pas arrêté, bah évidemment, on ne va pas le mettre au taquet, parce qu'il y aura peut-être une résidence principale qui va arriver dans les 5-10 ans. Si par contre, c'est quelqu'un qui a 45 ans, qui a sa RP, qui ne va pas en changer, moi, j'irai au taquet. Autant, c'est le moment d'investir, donc autant l'endetter au maximum, surtout qu'après, plus il va avancer en âge, plus ça va lui coûter cher, donc autant le faire maintenant. Ok. Et en matière de reste à vivre, alors moi j'étais dans la banque et les restes à vivre, en fait, c'est un petit peu du cas par cas. Donc c'est pareil, là pour la SCPI, je reste sur du cas par cas. En fait, c'est à moi de. Bon, bien sûr, on va le faire avec les courtiers Artemis, mais est-ce que on va regarder un petit peu comment il fonctionne, si c'est un célibataire, une personne mariée, etc. Ouais. Il n'y a pas de base spécifique à la SCPI quand on le fait à crédit, je sais pas, des minima à garder. Ça dépend vraiment des banques et du calcul de banque. D'accord. Moi, ce qui est quand même, je trouve, le plus intéressant quand tu présentes un R1, si tu as un doute entre présenter 100 000 ou 150, parce que selon la banque, ça passera pas de la même façon, présente quand même 150 000. Si tu es toujours dans son effort d'épargne. Le point, en fait, le plus important, c'est d'être dans son effort d'épargne. Après, le montant qu'il emprunte, on s'en fiche. Si tu es dans son effort d'épargne, c'est OK. Et donc, si tu dis, sur certaines banques, tu peux peut-être passer à 150 000, présente 150 000, quitte à ce qu'après, tu baisses. Parce que par contre, si tu lui présentes 100 et qu'avec la banque, tu t'aperçois que tu peux faire 150 000, ça va être plus compliqué de lui dire, finalement, on peut faire plus. Ouais. Tu vois, moi, ça m'est souvent arrivé de devoir diminuer parce que finalement, ils avaient oublié un crédit, quelque chose, enfin voilà. Et là, c'est le client qui est déçu de ne pas pouvoir faire plus. À la rigueur, il pourra te rappeler plus tard. Mais de lui dire, finalement, on fait plus, ça va être plus compliqué. Ok, merci. C'est mieux de présenter plus et de diminuer après le montant. Si tu as dit, je suis OK pour 150, il le fera pour 100. D'accord, super. Merci. De rien. Oui, les simulations changent avec le prix de part de Primonial. Pour ceux qui l'ont emprunté avec Primonial, faut attendre longtemps selon la SCPI sur laquelle ils se sont positionnés pour ressortir. Bon, là, j'ai un discours qui est SAV Primonial qui est spécifique. On pourra en parler du Primonial. Non, c'est pas forcément l'objet aujourd'hui, mais j'ai une question, par exemple, d'objection, on va dire, du client, on va dire lambda, qui pourrait se poser la question en disant, tiens, quelle est ta réponse, toi, quand je dis, tiens, j'ai vu un ami à moi qui a acheté un appartement pour faire du locatif, il a emprunté à 3,6, et là, vous me présentez une offre à 5. Comment tu expliques ce taux? Quelle va être ta manière, toi, de faire la vente? Si je te parle, si tu attaques sur le taux. Sur le taux, en fait, le taux, je leur explique que ça a toujours été plus élevé pour de la SCPI parce qu'on est sur de l'investissement. Alors, déjà en France, on a les taux RP qui sont plus bas, les taux investissement immobilier locatif traditionnel et les taux SCPI qui ont toujours été plus élevés. Ce que je donne en repère, c'est ce qu'on avait il y a 4-5 ans. Quand on empruntait pour une RP à 1,10, les SCPI, on était autour des 2,5. Au plus bas, moi, j'ai connu 2,40. Voilà, on oscillait entre 2,5 et 3. En fait, on a toujours 2 points de plus. Donc là, actuellement, quand pour une résidence principale, on emprunte à 3, c'est complètement cohérent d'emprunter à 5 pour de la SCPI. Et encore une fois, en fait, sur le taux, moi, je reviens sur l'idée, de toute façon, c'est une donnée, c'est sûr que c'est toujours mieux d'emprunter moins cher. Pour autant, vos intérêts d'emprunt, vous allez les déduire de l'impôt. Donc, ça vous permettra derrière de payer moins d'impôts. Donc, moi, je le balaye facilement avec ces questions de déduction des intérêts d'emprunt. Donc, toi, en fait, tu vas te rapprocher sur 2 axes. Disons, un, c'est le fait de l'effort d'épargne, qui reste quand même très attractif. Et 2, te dire que tu payes
un taux supérieur parce qu'il n'est pas assimilé comme un investissement classique immobilier et ce n'est pas de l'ARP. Donc, dans tous les cas, il y a une prime de risque plus importante. Et comment tu fais? Est-ce que toi, tu travailles avec des partenaires? Est-ce que dans la simulation que tu as pu faire, tu sais que dans la prise en compte de l'endettement, il faut savoir que certains partenaires bancaires ne tiennent même pas compte des loyers de la SCPI. Alors, tu sais qu'il y en a certains qui font un abattement de 30, 40%, et même maintenant, tu as tes partenaires qui prennent 0% de loyer. Donc, est-ce que ça t'est arrivé et comment tu fais pour chercher justement le fameux taux d'endettement en capacité? Bah, ça, normalement, ça a été. Enfin, en R0, tu prends vraiment tous les. Enfin, moi, je prends tous les points qui peuvent me poser problème et objections au R1. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir tous les éléments pour préparer ton R1. Parce que encore une fois, s'il dit, moi, c'est pour des revenus complémentaires, je ne change pas de RP, ou alors ce sera de toute façon le même montant de mensualité, la capacité d'emprunt, autant la pousser. Il n'y aura pas d'évolution. Si c'est un jeune, bah, évidemment, on ne le met pas au taquet. Donc, on a travaillé en disant, bah voilà, là, vous n'avez pas de projet pour le moment, mais c'est le moment de faire de l'investissement, donc on va soulever de la dette. À la fin, tu recalcules en fait combien ça. C'est bien de lui faire un scénario quand même catastrophe, donc de prendre vraiment des chiffres, prendre totalement la charge. Si on prend 0 des loyers SCPI, ça va quand même faire un taux d'endettement très, très haut. Donc peut-être quand même mettre des loyers, parce que c'est vrai qu'il y a des banques qui ne prennent pas, mais la plupart prennent quand même les loyers en face, une partie en tout cas des loyers. Et de lui dire, bon, bah voilà, vous, ça va vous endetter à temps. Il vous reste encore une capacité d'emprunt pour d'autres projets. Et de toute façon, si c'est quelqu'un qui est jeune, normalement, les salaires en face vont aussi augmenter. Je ne sais pas si j'ai été claire. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Ok. OK. Ah, Yann Guigaud. Oui, lorsque vous parliez justement de la part des loyers pris en compte par les banques, juste pour être sûr, Joachim, dans ce cas-là, les banques parfois prennent 0% des loyers dans le calcul du crédit en cours. Une fois que le crédit est lancé, que le client a acheté ses 100 000 euros de SCPI, si on doit racheter de nouveau des SCPI ou investir en résidence principale, ils vont quand même prendre en compte ces loyers à 70%, classiquement, ou pas du tout? En toute logique, je serais partisan de te dire que oui, ils vont les prendre en considération avec un abattement. Ils prennent toujours 30%, même si c'est de la SCPI, ils partent du principe qu'il y a une carence locative. Donc à chaque fois, ils vont prendre ça. Moi, alors je ne sais pas si Alexandre prend la même méthodologie. Si jamais ils ont des projets futurs d'RP, ils veulent en changer dans 5 ans, dans 6 ans. Même si toi, ils empruntent, ça leur coûte 112 euros. Moi, c'est comme ça que je le vends. Je dis que ça va prendre que 5 ou 6% de notre taux d'endettement. Je dis dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que dans 5 ou 6 ans, il y a fort à parier que vous allez obtenir des augmentations de salaire. Donc forcément, cet impact de taux d'endettement aujourd'hui sera encore moins douloureux dans les années futures. Donc, et encore que, si jamais ça posait problème, que la banque serait prête à vous prêter pour votre futur RP, ne prenez pas en compte du coup les loyers de la SCPI. Dans le pire des cas, on soldera l'opération. Certes, sur 6 ans, je ne vais pas vous mentir, on ne fera pas l'opération du siècle, mais dans tous les cas, vous vous rappelez que c'est quand même une opération qui peut être liquide, dans le sens où on peut liquider l'opération et donc, entre guillemets, représenter un dossier net de tout endettement. Mais je reste persuadé qu'à terme, cet endettement sera vraiment minime dans votre globalité patrimoniale. Je pense que d'ici 5 ou 6 ans, le marché sera totalement différent et je pense qu'en plus, une banque peut aussi se prendre comme considération que vous êtes en capacité d'épargner et de rembourser un crédit et donc vous avez un profil investisseur qui peut être intéressant quand même malgré tout pour une banque sans avoir à solder cette opération-là. C'est un peu comme ça que j'ai pu avoir le cas pour certains clients. Mais malheureusement, je ne pourrais pas te dire à 100%, ça dépend vraiment de chaque banque. Le contexte des banques peut être très changeant. Ils ont des politiques qui peuvent être… tu reviens 10 ans en arrière, les banques n'appréhendaient pas du tout la SCPI de la même façon. Donc, il y a des revirements. Donc là, aujourd'hui, je ne peux pas te dire, Yann, c'est sûr à 100% qu'ils vont prendre en compte les loyers. Jusqu'à présent, elles le prenaient à chaque fois en compte avec une carence. Et là, il y a quelques partenaires, je ne dis pas tous, quelques partenaires qui ne prennent même pas les loyers en compte. Mais il y en a certains qui le prennent toujours en compte. Donc, on trouvera forcément une banque qui les assimileront. Mais voilà, tout en ayant, entre guillemets, il faut toujours garder ça en tête, d'avoir peut-être une mauvaise surprise. Et je te dis, vraiment dans le cas, le pire des cas, il faut savoir que tu peux solder cette opération-là et tu récupéreras un capital et tu pourras faire. Moi, j'ai aussi vendu ça comme ça quand les gens avaient des projets d'RP très lointains, à 6, 8 ans. Je disais, à la limite, cette opération-là peut vous aider à contribuer à créer un capital d'apport plus important
dans 8 ou 10 ans pour votre projet idéal d'ERP et vous récupérez ce capital que vous avez pu forger pour faire un achat encore plus pertinent et qui pourrait répondre encore plus à vos projets futurs. Mais dans tous les cas, il faut épargner, il faut mettre en place. Et comme l'a très bien dit Alexandre au démarrage, hein, quand vous faites un apport en capital en direct pour acheter de la SCPI, c'est votre cash qui circule, donc vous mettez 100% de la somme pour avoir 5%. Là, aujourd'hui, quand vous mettez 100 euros, c'est en fait, il y a 70 euros qui sont mis par le locataire et vous que 30 pour avoir 5. Donc, entre guillemets, vous faites x3 versus celui qui a mis son cash en direct. Mais je réexpliquerai, je n'ai peut-être pas été très clair là dans mon explication, mais c'est l'effet de levier du crédit qui est impactant. Ouais. Quand vous mettez 100 euros dans une SCPI avec votre cash, c'est 100 euros, vous faites 5 euros, donc vous avez mis 100 euros pour avoir 5. Quand vous faites du crédit, vous mettez que 30. 70, c'est mis par le locataire, donc vous avez mis 30 euros pour avoir 5. Alors que l'autre qui a mis que du cash, il a mis 100 euros pour avoir 5. Donc vous êtes 3 fois plus rapide que quelqu'un qui a mis du cash. Je ne sais pas si j'ai été clair. Joe, je peux conclure. Vous m'entendez bien, Joe? Je ne sais pas si vous m'entendez, Joe. Non, je ne parle pas à des gens qui sont quasiment en mixte barbecue, t-shirt. Je suis désolé, non, je ne leur parle pas. Non. Mais, bonjour à tous. Beaucoup me connaissent, mais moi, j'ai fait la même formation qu'Alexiane. La conclusion à la fin de ce R1 SCPI, c'est que vous vous rappelez, Alexiane a commencé en faisant la différence entre le placement financier et l'immobilier. La conclusion de ce R1, quand vous avez fini du coup de parler de cette partie-là, je pense qu'après il faut rentrer, c'est la moitié du timing, après il faut rentrer dans le détail, mais ça vous avez tous fait la formation avec Nicolas Texera, rentrer dans le détail de chaque SCPI, ça peut que aider, mais c'est au final dire au client que la SCPI c'est comme un placement financier au final. Simplement qu'on peut lever de la dette sur un placement financier. Parce qu'au final, on n'a que… ça ressemble trait pour trait à un placement financier, sauf qu'un placement financier, Alexandre l'a bien insisté au début, c'est qu'on ne peut pas faire de crédit sur un placement financier alors qu'on peut le faire sur un placement immobilier. Mais quand on prend un peu de hauteur sur cette partie-là, et le R1 vient que amener à ça. C'est-à-dire qu'elle a commencé par parler de la fiscalité en France, elle a parlé de l'immobilier traditionnel, ses avantages et ses faiblesses. Ensuite, elle a parlé de la SCPI, de ses avantages et ses faiblesses. On a vu que les avantages de la SCPI venaient répondre aux faiblesses de l'immobilier traditionnel. Après, on rentre dans le détail des chiffres et essayer de conclure en disant que la SCPI, c'est simplement un placement financier qu'on peut faire à un crédit. Et à ce moment… On l'a perdu. On l'a perdu. C'est Joachim qui l'a viré, ça. Non, je ne me permettrai pas, parce qu'il a des bonnes choses à dire. Alors, avant qu'il revienne, juste, il y a une question. Est-ce que passer par Artemis pour le futur emprunt serait avantageux? Présentation, explication d'investissement SCPI réalisé. Alors, Xavier, juste te dire qu'aujourd'hui, on a donc une personne qui est dédiée chez Artemis pour le financement de la SCPI. Donc, à savoir Stéphanie Jaillet, il y a Julien Vrignot qui a envoyé un lien là-dessus. En quoi c'est avantageux? Parce qu'elle connaît déjà les partenaires. Joachim, c'était pas par… Pardon, Xavier. Tu m'entends? Ouais. Je disais, c'était plus dans le cas où quelqu'un avait souscrit à des CPI à crédit par Stéphanie, via Artemis déjà, mais que derrière, il avait un projet de changement de RP à quelques années. Est-ce que passer par Artemis pour cette étape ultérieure était plus avantageux dans la mesure où le cabinet était capable de présenter aux banques les investissements en SCPI réalisés et les valoriser du coup? Alors ça, j'ai pas de retour. Après, forcément, c'est quand même des gros spécialistes du crédit. Donc, dans l'absolu, je pense que d'avoir initié au départ déjà une relation avec une banque, je pense que justement, ils seront plus à même encore de présenter un projet futur d'RP concomitant à la SCPI. Mais après, on n'a pas eu trop le cas encore. Mais j'ose espérer, travaillant avec le numéro 3 du courtage en prêt bancaire, et notamment sur la partie RP, je comprends bien que logiquement, on devrait avoir des facilités. Il y aura un système un peu plus avantageux parce qu'on aura déjà constitué toute une base de données, de relations. Donc, mais voilà, je n'ai pas encore de recul là-dessus. Je ne vais pas te mentir, mais en tout cas, je pense qu'en travaillant avec Artemis, il n'y a que des avantages justement à pouvoir initier tout type de dossier, initier la SCP aujourd'hui et demain la RP. Après, j'ai une question de Stéphane Lelièvre. Je n'ai pas compris ta question, Stéphane. Délai de validation de l'obtention du crédit en moyenne. Ah, le temps à partie, c'est tellement variable selon la rapidité du client, votre assiduité à récupérer les pièces.
la complexité d'un dossier versus un autre. Ça, Alexiane, je ne sais pas, c'est comment tu suis justement tes dossiers, toi, est-ce que ça va plutôt vite? Alors, moi, j'aime bien récupérer les pièces parce que je pense qu'il y a des courtiers qui peuvent se mettre en lien directement avec les clients, mais moi, j'aime bien suivre très près pour pas que ça pète, parce qu'à tout moment, un dossier bancaire peut péter si ça prend du temps et s'il y a des incompréhensions. Donc, j'aime bien récupérer toutes les pièces et vraiment faire le lien avec le courtier. Et là, pour les derniers que j'ai faits, en un mois, les clients étaient réactifs, donc en un mois, tout a été fait. Sur des banques qui sont plus longues, ça peut traîner jusqu'à 3 mois. Et en fait, il faut être très réactif et c'est ça, il faut coller le client pour pas que ça pète. Parce que c'est dommage si vous avez eu un accord, un dossier bancaire et que pour voilà, une incompréhension ou traîner un peu trop, ça pète en route, c'est dommage. Alors, il y a la question d'Andrea, hein, mais avant toute chose, toi, tu travailles essentiellement avec quel partenaire? Toi, tu as pour habitude de travailler avec quel partenaire bancaire? Avant, c'était Arkea. Surprise, je suis choqué. Qui était très long. C'est pour ça j'avais l'habitude quand même de faire beaucoup de rendez-vous pour pas lâcher le client et que ça aille au bout. Et là, les derniers, c'est avec CFCL et très rapide. D'accord. Franchement, très rapide. Alors, la question d'Andrea, si je comprends bien, c'est de savoir si à terme, on pourra renégocier les taux. Alors, c'est compliqué, la SCPI. Toujours le même sujet, c'est qu'en fait, il y a peu de banques qui financent. Et donc, en fait, notre capacité à faire renégocier les taux, honnêtement, si ce n'est pas accompagné d'un projet cumulé, compliqué de renégocier. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, parce que tu as une banque, la banque du client en lui-même pourrait peut-être à terme renégocier ça, mais je te dis, ce sera toujours accompagné d'un autre crédit avec. Toi, par exemple, justement, le client veut acheter sa RP, il y a ce crédit-là qui est en cours et qui veut faire un projet global. Il dit, bah, tiens, moi, je voudrais acheter la RP, mais est-ce qu'on pourrait renégocier aussi mon taux SCPI? Pourquoi pas tout refinancer? Ça sera, je pense, plus dans du domaine du possible. Alors que tu me dises, par exemple, j'ai emprunté aujourd'hui à 5,10. Est-ce que dans 5 ans, une banque sera capable de me renégocier et me le mettre à 4,20? Je ne suis pas certain si l'objet est que la SCPI. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'exemples allant dans ce sens. Donc, Andrea, je pense qu'il faut toujours, plutôt parce que là, sinon, tu vas vite aller dans le discours du taux. Et je vais dans le sens d'Alexiane, insister sur le taux d'endettement, insister sur l'effort d'épargne et du capital créé à terme. Il faut quasiment qu'ils oublient que c'est un projet, c'est un package. Ils mettent tant, 112 euros, 113 euros pendant 300 mois. Et à la fin, vous avez 100 000 euros. Vous avez mis 30 000 de votre poche. Vous avez 100 000, vous avez fait x3 en l'espace de 25 ans et vous avez gagné 4 000 euros de revenus nets à terme. C'est ça qu'il faut vendre. Il faut vendre le côté package. Parce que si tu vas directement sur le taux, oui, vous inquiétez pas, dans 2 ans, on va renégocier le taux, ça fait tout de suite germer l'idée que le taux est élevé, que c'est peut-être pas la meilleure opération. Vous vous rendez compte que même avec les taux qu'elle annonce, Alexiane, je ne sais pas si on se rend compte, là, on part sur l'idée, hein, alors c'est bien évidemment, c'est suspensif au fait qu'on est 1% par an, etc., etc. On est quasiment à 8,7 de TRI. C'est énorme. C'est énorme. Si je pouvais signer en bas d'une page en disant j'ai 8 pendant les 25 prochaines années, waouh, c'est juste waouh. Donc, ça reste quand même des taux de rendement très importants, hein. Donc, malgré que le taux, pourquoi ça reste quand même des taux attractifs? Parce que, comme elle l'a cité Alexiane, on peut déduire les intérêts d'emprunt. C'est un loyer, quand même, un rendement qui est quand même plutôt plaisant. Parce que je vois un taux de distribution, je ne sais pas lesquels tu as pris, mais à 5,67, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, vendez le package, vendez l'effort d'épargne. C'est là-dessus qu'on peut être fort et de te projeter, comme le fait très bien Alexiane. Vous avez emprunté, en fait, vous mettez 113 euros tous les mois pour avoir à la fin quoi? De la sécurité, un foncier qui tourne, vous avez 110 000 euros de capital, vous avez 4 000 euros de revenus complémentaires, vous faites ne serait-ce que ça, l'opération, allez, x4 dans les prochaines années, vous êtes contribué à vous faire vraiment votre complément de retraite et votre sécurité. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je ne sais pas, il y avait peut-être des questions, excusez-moi. Alors, Salon Perrotin qui disait, est-il possible de faire un remboursement partiel du prêt? Alors ça, c'est parce qu'il y a le nantissement des parts. Donc là, ça va être plus compliqué. Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, toi, Alexiane. J'ai jamais eu le cas, mais il y a des banques qui acceptent, mais il y a des frais et il y a des frais. Ça engendre des frais pour faire un remboursement anticipé du prêt. Et en fait, ça ne vaut pas forcément le coup. C'est ça aussi, c'est de se dire, si vous avez des liquidités et qu'on est toujours bon sur le taux d'endettement, que l'effort d'épargne, il est toujours OK, votre cash, on met ailleurs. On le fait tourner ailleurs. Ça ne sert à rien de
d'aller rembourser. Parce qu'encore une fois, les intérêts d'emprunt, on les déduit. Je suis d'accord. Donc, Alors, est-ce que quelqu'un a encore d'autres questions? Apparemment, non. Bah, je pense que moi, je vais te dire un grand merci. Je voulais te dire un grand merci à Alexiane. de Et rien. si d'aventure on peut refaire des petites formations comme ça, de rappel et de process, avec grand plaisir de pouvoir les opérer. Donc, je suis ravi de cette présentation, Alexiane. Et je te dis à bientôt. Et donc, merci à ceux qui étaient présents. Geoffrey va résumer un petit peu cette vidéo et ensuite la mettre à disposition pour qu'on puisse revoir Alexiane dans sa présentation. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci Alexiane.